Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, Noël, une fête de foi, de partage et d'espérance à la paroisse Saint-Joseph de la Médina. Les fidèles préparent la messe de minuit. À suivre dans cette édition le reportage de Ndeye Ali Fall. Pendant ce temps, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, poursuit donc sa tournée économique à Ziguinchor. Il a procédé cet après-midi au lancement officiel des travaux d'entretien de la route nationale 6, RN6, reliant Ziguinchor à Djembering et du tronçon Oussouye-Mlomp-Elenkin dans la région de Ziguinchor. En économie, la Direction générale des impôts et des domaines a dévoilé hier dans l'après-midi sa stratégie ambitieuse de digitalisation intégrale des procédures foncières. En fin d'édition, après la victoire de l'équipe nationale du Sénégal face au Botswana, nous irons au Maroc pour retrouver l'un de nos envoyés spéciaux. Les Lions du Sénégal ont effectué aujourd'hui leur séance d'entraînement. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Je vous le disais il y a un instant, Noël, une fête de foi, de partage et d'espérance à la paroisse Saint-Joseph de la Médina. Les fidèles préparent la messe de minuit, moment fort marquant la naissance de Jésus-Christ. Illustration dans ce reportage signé par Ndeye Ali Fall et Moussa Dia. À quelques heures de la fête de Noël, la paroisse Saint-Joseph de la Médina prépare la messe de minuit. Pour l'instant, l'ambiance est encore calme. L'heure est au dernier réglage. Entre préparatifs spirituels et organisation pratique, tout se met en place pour accueillir les fidèles. Alors, les préparatifs liés à une solennité ont commencé depuis la semaine dernière. Nous avions déjà les confessions au niveau du doyenné. Et pour ce qui est de notre paroisse, nous les avons effectués le vendredi 19 décembre. Le sacrement de pénitence et de conciliation permet aux chrétiens catholiques de se préparer spirituellement à vivre la solennité dans la ferveur spirituelle afin de bénéficier des grâces qui sont là et que le Seigneur donne comme il veut, quand il veut et à qui il veut. Actuellement, il y a déjà une équipe décoratrice qui s'occupe d'un peu de tout ce qui est lié à l'art liturgique pour que l'église dans laquelle nous allons célébrer Noël puisse être non seulement recueillie, mais également accueillante et belle, pour répondre aux exigences de la solennité. Que prévoit la paroisse pour cette célébration? Alors aujourd'hui, nous avons comme programme à 17h, nous avons le Noël des enfants. Voilà. Aussi, puisque nous commémorons la naissance d'un enfant, l'enfant Jésus, nous avons voulu que ces célébrations commencent par une certaine marque accordée aux enfants, notamment les plus jeunes. Ensuite, à 22h, nous aurons un mime. Ensuite, à partir de 21h30, nous aurons les mimes de Noël que nos enfants de cœur ont préparés depuis quelque temps. Et à 22h, nous aurons la messe qui sera présidée par notre curé, le Père Abraham Faye. Messe pendant laquelle il nous rappellera également quel est le sens de cette fête et quelle est sa touche particulière en cette année jubilaire. Je profite pour le rappeler, l'Église fête 2025 ans de présence. Noël 2025 se distingue par une touche particulière placée sous le signe de l'espérance, l'un des vœux formulés par le pape François au regard du contexte actuel. Donc, le jubilé a été ouvert par le pape François et poursuivi par le pape Léon actuellement. Et cette touche particulière de ce Noël, en tout cas de l'année 2025, c'est que le pape François a voulu que cette année jubilaire soit marquée par le signe de l'espérance. Compte tenu de tout ce que les gens vivent aujourd'hui, voilà, le désarroi dans lequel ils sont, les guerres, les calamités, et toute autre chose qui aujourd'hui ne favorise pas la paix entre les peuples. Donc, le fait que ce Noël soit vécu sous le signe de l'espérance permettra à l'humanité quand même de savoir que
quelle que soit l'intensité des ténèbres, il fera jour, parce que Dieu est présent, il est avec nous. C'est d'ailleurs la signification de l'expression Emmanuel, Dieu avec nous. Dans un contexte marqué par de nombreux défis, la paroisse Saint-Joseph de la Médina veut faire de cette nuit de Noël un moment de recueillement, de partage et surtout d'espérance. Fidèle au message porté par le pape François, elle compte célébrer Noël sous le signe de l'espérance. À l'instant, le reportage de Ndeyali Fall et Moussa Dia. Restons toujours avec l'abbé Léon Diao. Il revient en détail sur le sens de la fête de Noël. Il est toujours au micro de Ndeyali Fall et Moussa Dia. Alors, Noël, c'est une des grandes solennités dans la foi chrétienne catholique. Noël commémore la naissance de Jésus, que nous considérons comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Donc ce que nous célébrons à Noël, c'est la folie de l'amour de Dieu. Ce Dieu tout-puissant qui a accepté de se faire fragile en se faisant enfant et en se remettant entre les mains des humains, notamment de ses parents, Saint Joseph et la Vierge Marie. Donc de manière résumée, Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus, Fils de Dieu et Sauveur de l'humanité. Les mimes de Noël, comme je le disais, c'est une sorte de scénario, une sorte de théâtre que les enfants ont dû produire avec l'accompagnement de certains qui aujourd'hui peuvent être considérés comme des spécialistes parce qu'ils l'ont fait pas une, pas deux fois. Donc c'est une sorte de reproduction des événements qui ont précédé la naissance de Jésus à l'époque, l'époque d'Israël, qui aujourd'hui nous sont relatés par les évangiles, notamment l'évangile de Saint Luc, qui parle un peu de tous ces événements qui ont précédé la naissance du Christ, de son enfance, voilà, de son plus jeune âge, de comment est-ce que Jésus a évolué à Nazareth, là où il a grandi, quel a été le jour de sa naissance, notamment le 25, où est-ce qu'il a été né, voilà, à Bethléem, dans une épave, pas dans les cliniques d'aujourd'hui, mais dans un endroit modeste, pour nous rappeler simplement que la logique de Dieu dépasse les logiques humaines. Non seulement ça, quelquefois même, elles la contredisent parce que simplement, voilà, pendant que nous aujourd'hui, on se targue de chercher tout ce qui est confort, Dieu s'en moque. M'excusez du terme, il s'en moque. Il vient dans les conditions les plus, je ne dirais pas misérables, mais les plus simples possibles. Et cela nous appelle aujourd'hui à revoir un peu comment est-ce qu'on devrait mettre plus d'humilité et de simplicité dans nos relations interpersonnelles. Voilà. Noël à Rufisque, la sous-brigade du service d'hygiène a entamé une opération de désinfection et de distribution de kits d'hygiène dans les églises. Les autorités religieuses apprécient cette action qui va contribuer de manière durable à la salubrité des paroisses. N'est-ce pas, Babacar Seck? Pour permettre aux fidèles chrétiens de célébrer Noël dans les meilleures conditions, la sous-brigade du service d'hygiène de Rufisque a effectué une opération de désinfection dans plusieurs paroisses à Sébikotane et Diamniadio. Le service national de l'hygiène accompagne dans la désinfection des lieux saints. Cette année encore, comme à l'accoutumée, la sous-brigade d'hygiène de Rufisque va assainir les paroisses qui sont à Bargny, à Sébikotane, mais aussi à Diamniadio, pour procéder à la désinfection afin de lutter contre les micro-organismes et vecteurs responsables des maladies transmissibles et infectieuses. Vous savez, nous, le Service national de l'hygiène, notre raison d'être, c'est de promouvoir la santé des populations par la lutte des vecteurs et des micro-organismes, comme je l'ai dit tout à l'heure, responsables des maladies transmissibles et infectieuses. Donc l'Église s'apprête à accueillir vraiment, à recevoir vraiment des fidèles. Donc l'Église sera une zone de forte concentration humaine. Du coup, normal que le Service national de l'hygiène, comme on a l'habitude de le faire les années précédentes, de procéder à la désinfection. Avec une forte affluence lors des messes de Noël, les responsables des paroisses apprécient cette action du service de l'hygiène. Et à l'occasion effectivement de cette fête de Noël,
ça tombe vraiment à point nommé que vous soyez là parce que nous accueillons un bon nombre de fidèles et au milieu de cet endroit où les gens viennent pas mal, donc il faut avoir un service d'hygiène qui vous aide justement à enlever tout ce qui peut être nocif ou nuisible à la santé. Donc nous sommes fiers de ce service, nous sommes contents et nous vous prions de bien vouloir revenir encore pour nous aider dans ce sens-là. Les autorités religieuses ont exhorté les fidèles à des comportements exemplaires et espèrent que ce type d'opération sera pérennisé. Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a procédé cet après-midi au lancement officiel des travaux d'entretien de la route nationale numéro 6 reliant Ziguinchor à Diembéring et du tronçon Oussouye-Mlomp-Elinkine dans la région de Ziguinchor d'un coût global estimé à 10 milliards de francs CFA. Ce projet est financé conjointement par la Banque ouest-africaine du Sénégal et l'État du Sénégal. Voici le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ses propos sont recueillis par Daouda Samb. L'heure est venue pour nous maintenant de travailler à réparer la route en attendant une réhabilitation beaucoup plus ambitieuse qui va correspondre à la dimension de la vocation que nous voulons donner à cette route en termes de désenclavement, mais aussi et surtout de praticabilité. Pour cette première phase, ou ces travaux d'entretien et de réparation, le budget est évalué à 10 milliards pour permettre le temps de réaliser des études et de travailler sur une soutenabilité budgétaire qui permette d'évaluer et de prendre en charge la réhabilitation complète de cette route-là. Nous allons aussi en même temps, comme le DG de l'AGEROUTE le rappelait tout à l'heure, mener conjointement des travaux, des études pour évaluer la construction d'une autoroute sur cet axe. Étant entendu que nous travaillons sur un projet particulièrement ambitieux mais très très important à nos yeux au niveau de Nikine, il va sans dire que cette route va connaître encore un flux beaucoup plus important. Cela vient évidemment renforcer notre conviction que la Casamance, de façon générale, mais surtout l'axe Ziguinchor-Cap Skirring, au même titre que les autres axes et autres boucles qui sont en train d'être construits, comme la boucle du Fogny avec l'axe Ziguinchor-Sénaba, où les travaux entre Djouloulou et Bignona vont être incessamment redémarrés, ainsi que les autres boucles sur lesquelles nous devons travailler, rend compte d'un dynamisme qui commence à prendre forme sur le plan économique et des échanges au niveau de la région naturelle de la Casamance. Diamniadio, l'Institut national du pétrole et du gaz opérationnel en janvier 2026, une délégation qatari était en visite à l'INPG dans le cadre d'un partenariat entre les deux pays. Plus de précisions, écoutons Dr Falmay, il est le directeur général de l'INPG. Ses propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Notre priorité, c'était vraiment de finir ce centre parce que c'est un élément clé de notre stratégie, parce qu'on voudrait avoir ce centre qui doit être vraiment un hub pour toute l'Afrique, comme ce qui se fait au Moyen-Orient et dans tous les pays développés où on a le pétrole et le gaz. C'est pour ça que nous avons de la visite aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au Sénégal depuis le pétrole et le gaz et qui s'intéressent aussi à nous, l'INPG, parce qu'on a vu la montée de toutes les formations qu'on propose, des certifications que nous proposons. Donc un institut comme Enertech qui est le leader au Qatar, donc qui fait toutes les certifications au Qatar, tout ce qui est safety, tout ce qui est BOSIET, dans le gaz, dans le pétrole, vient discuter avec l'INPG pour qu'on regarde comment nous travaillons ensemble. Le plus important dans ce centre, c'est la formation BOSIET. Et je l'ai dit dans quelques médias et je le répète encore, la certification BOSIET, c'est un certificat que tout travailleur dans le pétrole, dans le domaine pétrole et gaz doit avoir.
En ce moment, au Sénégal, nous n'en disposons pas. Nous sommes obligés d'envoyer les gens au Ghana pour passer le certificat Bosiet. Je peux vous annoncer qu'on va lancer la première pierre du centre Bosiet, parce que dans les phases de construction, cette phase était dans la phase 2. Donc nous avons pris cette phase pour mettre ça comme priorité, parce que c'est une nécessité actuellement. L'AS et la haute autorité des aéroports du Sénégal ont organisé un exercice de simulation. L'objectif, tester l'efficacité du plan d'urgence et la coordination des différents services de la plateforme aéroportuaire en cas de crise. Muntaga Khan et Momodouba. Un drone qui survole les pistes et c'est tout le trafic aérien qui se retrouve paralysé. Ce scénario catastrophe, c'est l'exercice de simulation grandeur nature qui s'est déroulé à l'aéroport international Blaise Diagne. Heureusement qu'il ne s'agissait que d'un test pour évaluer le niveau de sûreté de la plateforme. Ces exercices-là nous fait comprendre le niveau de préparation, à quel niveau, quelle partie il est prêt pour ce genre de menace. Qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il faut améliorer. C'est ça le but. Donc c'est la coordination entre les parties, c'est assez important. Donc on essaie de créer la plus grande coordination possible. Tous les scénarios possibles ont été pris en compte. Un exercice, c'est pour avoir des scénarios. Et ce scénario de cette année, nous avons pris en compte les menaces émergentes, comme l'utilisation malveillante de drones, aussi combinée à d'autres incidents, qui étaient des incidents de sûreté et de sécurité. Il est prévu une journée de débriefing où des recommandations seront faites. Pas aujourd'hui, ce sera après, lors du débriefing à froid. Donc nous allons passer une journée pour disséquer tout ce que nous avons fait. Donc à l'issue de ça, il y aura des recommandations. Le but, c'est toujours d'améliorer notre système de sûreté et de sécurité au niveau de la plateforme. Au-delà de l'aspect technique, cet exercice rappelle que la menace technologique évolue sans cesse. La journée de débriefing prévue prochainement sera donc très cruciale. Elle permettra de transformer les observations de terrain en nouvelles consignes de sécurité pour garantir l'inviolabilité du ciel de l'AIBD. La DGID, Direction générale des impôts et des domaines, a dévoilé sa stratégie ambitieuse de digitalisation intégrale des procédures foncières lors d'un panel consacré à la dématérialisation des procédures foncières. La DGID a présenté cette réforme comme un levier fondamental pour restaurer la confiance, sécuriser les droits et moderniser la gouvernance d'un secteur historiquement complexe. Écoutons Serigne Moussa Diop, chef du bureau de la communication et de la qualité de la DGID, Direction générale des impôts et des domaines. Il est au micro de Pape Mafalfal. La Direction générale des impôts et des domaines est une des grandes directions générales du ministère des Finances et du Budget qui a principalement deux missions. Une mission de mobilisation des recettes fiscales pour le budget de l'État et une mission de gouvernance foncière dans le cadre de la gestion du domaine privé de l'État, dans le cadre de notre participation également à la gestion du domaine national et dans le cadre de l'expertise de la direction générale dans la gestion du domaine public de l'État. Et dans ce sens, il nous a paru nécessaire de poser la problématique de la digitalisation des procédures pour une plus grande transparence dans la gestion du foncier. Comme vous le savez sans doute, la gestion du foncier au Sénégal pose plusieurs problématiques avec des contentieux récurrents, avec des difficultés de délimitation des assiettes foncières, avec des difficultés et des lourdeurs dans les procédures, ce qui fait que les citoyens, les usagers du service public trouvent souvent d'énormes difficultés à accéder à la propriété foncière. Il s'y ajoute avec la rigueur des textes de loi sur le domaine national, les procédures de transformation des délibérations du domaine national également nous posent beaucoup de soucis. Et c'est dans ce sens que la Direction générale des impôts et des domaines, sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget, a initié un certain nombre de projets et de programmes de modernisation
Et nous avons voulu organiser ce panel pour discuter avec le grand public sur ces projets-là, sur les perspectives de digitalisation de la chaîne foncière. C'est fort de toutes ces analyses que nous avons pensé qu'il faut repenser le système. Parce que le système n'est plus viable. Vous l'avez constaté ces 10-15 dernières années, l'actualité brûlante, c'est des actualités autour du foncier, autour des contentieux fonciers, non seulement sur le domaine national, mais sur le domaine privé de l'État. Vous avez vu même Monsieur le Président de la République, l'une de ses premières sorties a été de visiter un terrain contentieux à Thiès. Ça déjà, c'est assez éloquent comme démarche. Donc vous dire également que la réforme foncière constitue un aspect extrêmement important du programme de gouvernance publique de la nouvelle équipe dirigeante. Le président de l'Association des bureaux de contrôle technique et d'inspection agréés du Sénégal, Seydina Issa Laye Diouf, plaide pour le respect du code de la construction afin de mettre fin aux effondrements récurrents d'immeubles au Sénégal. Il a fait cette déclaration lors de la célébration des 20 ans de la SIAS à l'école polytechnique de Thiès. Le voici au micro d'Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. La SIAS est une association dont la mise en place a été demandée par l'État du Sénégal en 2005. Son rôle essentiel, c'est de travailler à sécuriser les constructions au Sénégal. On souhaiterait que l'État puisse aider à ce que la SIAS soit une association ou bien une association d'utilité publique pour aider encore les membres de la SIAS parce qu'ils travaillent dans la mise en place des normes. Le Code de la Constitution du Sénégal, la SIAS a beaucoup travaillé dedans et beaucoup d'autres textes réglementaires. Maintenant également, nous demandons à l'État sénégalais de nous aider à sortir un arrêté ou un décret pour considérer la journée du 20 décembre comme journée du contrôleur technique au Sénégal. Tout est dans le code de la Constitution du Sénégal. Tout a été mis. Vous savez, dans la sous-région, je pense que le Sénégal est le seul pays, à ce qu'on sache, qui est le pays qui a un code de la construction. Et dans le code de la construction, il a été bien établi les ouvrages assujettis au contrôle technique. Construire, il faudra passer par un architecte. Il faudra passer par un bureau d'études géotechniques. Il faudra passer par un bureau d'études techniques, que ce soit béton armé ou l'eau technique. Il faudra forcément passer par un bureau de contrôle qui est un maillon important dans la construction pour lutter contre les effondrements d'immeubles. Le directeur général de la réglementation des constructions et de l'habitat au ministère de l'Urbanisme a salué pour sa part le travail de la SIAS. Moussa Tine a insisté sur la nécessité de construire dans les règles de l'art. Écoutons-le au micro d'Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. On est dans une étape décisive, en tout cas des réformes dans notre secteur. On a parlé du code de la construction, mais on sait que le code de la construction aussi est un décret, mais aussi il va y avoir des arrêtés d'application. Il y a des arrêtés d'application qui permettront l'effectivité en tout cas du code de la construction pour que ce soit opérationnel sur le terrain, que en tout cas les instruments aujourd'hui ou les structures en charge de l'application du code de la construction ont besoin en tout cas d'appliquer. Et on peut parler de la direction de la réglementation de la construction, donc qui est au sein de la direction générale que je dirige, donc la direction générale de la réglementation des constructions et de l'habitat, qui est composée en tout cas de ces 4 directions, à savoir la direction de la réglementation de la construction, l'IGB, il y a la direction de la promotion de l'habitat social et la direction de la direction des suivis de politique de logement. Donc pour dire tout simplement que c'est l'occasion de parler entre professionnels des mots du secteur, des mots de la construction. Je suis installé depuis 1 an. Et j'ai pu constater, juste sur 1 an, on a pu compter au minimum plus de 16 victimes qui sont dues par des non-respect des règles. La construction se fait par des professionnels. C'est un domaine qui aujourd'hui qui présente du risque. Et c'est un domaine qui doit se faire dans les règles de l'art. Chaque acteur a un rôle déterminant à jouer. Donc c'est ce processus-là qu'on doit impérativement respecter, qui part à la formulation de la demande de l'architecte, ça s'appelle de l'architecte ou bien d'un bureau en tout cas en charge de la programmation, jusqu'à la remise des clés. Et même on parle aujourd'hui, avec toutes les lois qu'on est en train de mettre en place, des règles sur la copropriété, les chartes d'occupation. Donc pour dire que, en tout cas, c'est un code qui prend en compte
l'ensemble du processus qui nous amène à construire, mais à construire dans les règles de l'art. Deuxième édition du Govathon, c'est une initiative du ministère de la fonction publique et de la réforme du service public dans le domaine de la digitalisation. La compétition destinée aux étudiants porteurs de projets a été remportée par AgriDataGouv pour une agriculture intelligente dotée d'un prix de 20 millions de francs CFA. Olivier Boucal est le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Il est avec Babacar Seck. Le Govathon n'est pas un concours technologique ordinaire. Il est un instrument qui permet à l'administration de répondre à une question simple. Comment faire émerger en un temps court des solutions concrètes permettant de prendre en charge les problèmes de l'administration en mobilisant les talents de sa société. En ce sens que les projets présentés attestent d'une meilleure compréhension des besoins des usagers, d'une capacité à prototyper rapidement et d'une ferme volonté de contribuer à l'amélioration de la qualité des services publics. Un projet primé n'est pas une fin en soi. C'est un début. Le gouvernement prendra sa part. Il accompagnera la maturité des solutions, facilitera leur expérimentation dans les administrations concernées et organisera avec méthode leur intégration progressive là où l'impact est avéré. Le Govathon ouvre des perspectives pour inscrire l'innovation dans la durée. À cet effet, ambitionnons de mettre en place des laboratoires d'innovation publique. Au lendemain de la victoire du Sénégal contre le Botswana, les Lions ont repris le chemin de l'entraînement à Tanger. 18 joueurs étaient présents avec la première séance de Seynou Niang, nouvellement appelé pour remplacer Hassan Diao blessé. Une séance marquée par une bonne ambiance, mais aussi par la blessure de Chérif Ndiaye, compte rendu de nos envoyés spéciaux à Tanger, Hassan Ba et Serigne Saliou Deme. Après la victoire contre le Botswana, 18 joueurs se sont présentés à l'entraînement. Ousseynou Niang, joueur de l'Union sénégaloise, a effectué sa première séance avec l'équipe au Maroc. Au stade annexe du grand stade de Tanger, les remplaçants se sont activés pendant que le staff technique supervisait l'échauffement. Les titulaires, à l'exception d'Edouard Mendy, sont restés à l'hôtel pour leur décrassage. Le gardien sénégalais, peu sollicité hier, a participé avec les joueurs de champ, probablement pour travailler son jeu au pied, tandis que les autres gardiens, Mori Diaw et Yehvan Diouf, s'entraînaient sous la supervision de Tony Silva. L'entraînement a commencé par des exercices généraux avant que le groupe ne soit scindé pour une opposition sur demi-terrain. Tous les joueurs ont participé, sauf Edouard Mendy, qui a rejoint les vestiaires après quelques exercices. Dribble, tirs lointains et duels ont rythmé la séance dans une ambiance studieuse sous le regard de Pape Thiaw et de son adjoint Teddy Pellerin. La seule ombre de la séance, la blessure de l'attaquant Chérif Ndiaye, auteur du 3e but contre le Botswana, touché à la cheville gauche lors d'une prise à 2 avec Abdoulaye Seck et Boulaye Dia, il a quitté le terrain après l'intervention du staff médical et a rejoint les vestiaires. L'entraînement s'est achevé par des exercices devant le but, dans la bonne humeur et sous un contrôle attentif du staff technique.
Après la séance d'entraînement, l'attaquant Cheikh Tidiane Sabali a été désigné pour répondre aux questions des journalistes, passeur décisif sur le 3e but du Sénégal face au Botswana, 3-0. Il a salué la performance collective de l'équipe nationale lors de ce premier match et s'est projeté sur le prochain rendez-vous contre la RDC, République démocratique du Congo. Selon lui, le Sénégal n'est pas venu pour un seul adversaire, mais pour jouer une compétition. Voici la réaction de Cheikh Tidiane Sabali, propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Tanger, Hassanba et Serigne Saliou Deme. Je pense que aujourd'hui, l'équipe a beaucoup de qualités. C'est au coach de faire les choix. S'il me donne une opportunité, je pense devoir la saisir. Et c'est ce que je suis en train de faire afin d'être plus décisif lors des prochains matchs. Je suis là pour le collectif, titulaire ou remplaçant. Je suis toujours prêt à aider l'équipe parce que nous savons pourquoi nous sommes là. On continue le travail, Inch'Allah. Dans quelques instants, votre émission L'invité de la rédaction d'ITV reçoit ce soir Hassan Ndir, membre de la coalition Diomaye Président et par ailleurs président de l'Union démocratique populaire UNDP Yemale. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis, bonsoir.